Je vais pour ma part aborder une autre saison militaire, la phase cachée des campagnes, qui est le quartier d'hiver des armées. Le quartier d'hiver des armées, c'est en effet une réalité bien connue à l'époque moderne et une contrainte structurelle qui est née des immenses difficultés logistiques que connaissent les armées modernes pour pouvoir entretenir et faire subsister une armée tout au long de l'année, que ce soit d'une part pour accumuler dans des magasins à l'avance les denrées nécessaires pour la subsistance des troupes, mais aussi pour après les distribuer sur le front. Ces immenses difficultés obligent l'armée à compenser les manques de la logistique en prélevant une partie de ses subsistances sur le pays qu'elle occupe, donc notamment les opérations de fourrage dont nous a parlé Frédéric tout à l'heure. Néanmoins, donc, le problème, c'est que durant l'hiver, les contraintes climatiques et agricoles empêchent les armées de pouvoir aller lever des fourrages, pour la bonne raison qu'ils sont couverts par la neige. Donc les armées doivent donc se séparer à la fin des campagnes, dès que le climat devient plus frais, et se retournent vers l'intérieur du pays pour passer l'hiver. Cette contrainte de la guerre crée de facto un temps de pause qui interrompt le rythme des opérations. Néanmoins, ce répit est mis à profit par les belligérants pour pouvoir refaire leurs forces en recrutant des nouveaux soldats, en remplissant leurs magasins et en planifiant les stratégies et les plans d'action pour les futures campagnes. À ce titre, je pense que donc, le quartier d'hiver mérite un intérêt particulier dans le cadre d'une histoire campagne, dans la mesure où il permet la préparation des campagnes et des réparations de l'armée entre deux campagnes, et il joue donc un rôle de plus en plus important à mesure que l'on avance vers la guerre d'usure ou vers les guerres d'attrition, qui sont des termes qui semblent appropriés pour qualifier les dernières guerres du roi Soleil. Donc ils sont de plus importants, notamment car ils permettent de refaire ses forces et ses approvisionnements. Il relève donc du truisme que de dire que le quartier d'hiver sert à préparer les échéances militaires et les prochaines campagnes. Néanmoins, si on sait que le quartier d'hiver sert à préparer la prochaine campagne, on sait un peu moins dans quelle mesure, quel type de préparatifs sont faits, quels enjeux ont-ils et quelle influence réelle ont les préparations d'hiver sur le déroulement des campagnes. Je vais donc m'appuyer sur une monographie que j'ai faite dans le cadre de ma thèse d'école des Chartes, qui concerne le quartier d'hiver qui a précédé la campagne de Flandre, de l'armée de Flandre en 1712, donc campagne bien connue dans les mémoires françaises. Je vais voir donc comment elle a été préparée et surtout comment elle aurait pu se dérouler ou comment certains de ses acteurs auraient aimé qu'elle se déroule, comment ils avaient prévu qu'elle se déroule, mais néanmoins comment des contingences opérationnelles, des contraintes ont pu influer sur son déroulement. Alors je vais d'abord commencer par poser le contexte. En 1712, le front de Flandre est marqué durant la guerre de succession d'Espagne par une période de recul continu de l'armée française qui s'est notamment accélérée lors des campagnes de 1706 et de 1708 et les défaites de Ramillies et Audenarde. Donc vous avez ici le front de Flandre schématisé en 1708, donc campagne durant laquelle les coalisés ont pu prendre Lille. En 1709, ils ont pu reprendre Mons et Tournai. En 1710, la vallée de la Lys, mais également Douai. Et en 1711, la ville de Bouchain. Alors, on est là donc vers un point important, c'est que la ville de Bouchain non seulement assure une tête de pont sur l'Escaut, mais également fait partie des dernières lignes du précaré de la ceinture de fortification construite par Vauban quelques décennies plus tôt. De plus, le Royaume de France se remet péniblement de la crise économique et frumentaire des années 1909 et 1910, durant laquelle, selon la formule d'André Corvisier, la bataille de Malplaquet a évité l'effondrement de la France. Je vais donc m'interroger pour savoir quelle est l'influence du quartier d'hiver sur le déroulement de la campagne. Et je vais pour ça aborder trois faits marquants qui marquent le quartier d'hiver, qui sont d'une part les négociations qui s'y déroulent, d'autre part la question des approvisionnements et du remplissage des magasins, et enfin la guerre de position à laquelle ils donnent lieu. Pour ces trois éléments, je donnerai l'impact direct qu'ils ont eu sur la campagne. Alors je vais commencer par la question des négociations, qui sont également à l'époque moderne une partie intégrante de la guerre et qui sont souvent continuelles entre les différents belligérants. Or, les quartiers d'hiver sont justement un moment un peu propice aux négociations à cause de la pause relative qu'ils imposent aux opérations. Dès la fin de la guerre de 30 ans, le prieur allemand Adam de Mouraert écrivait dans ses chroniques « En hiver, nous négocions, en été, nous combattons ». Donc, comme je viens de le dire, le répit hivernal est mis à profit pour négocier. On peut tenter d'obtenir divers avantages ou de fixer des règles sur la petite guerre ou en vue de la prochaine campagne. Donc j'ai distingué différents types de négociations qui concernent différents interlocuteurs. Tout d'abord, des négociations de type économique. Donc on a d'abord les négociations avec les provinces du royaume pour régler leurs contributions à apporter dans le cadre des impositions pour l'effort de guerre.
mais également les négociations ont lieu avec des provinces ennemies soumises à la contribution dans le cadre de la Petite Guerre. On a également des négociations économiques menées entre les coalisés, donc notamment l'Angleterre, la Hollande et l'Empire, qui permettent donc pour régler la part de chacun dans l'effort de guerre commun. D'autres types de négociations concernent les échanges des prisonniers pour compléter ses effectifs en vue de la future campagne et récupérer des soldats. Et enfin, d'autres négociations qui concernent des avantages divers, comme des libertés de circulation dans certaines provinces ou sur certains cours d'eau. Par exemple, en 1712, la région de Sambre-et-Meuse, donc que vous pouvez voir sur la carte, au sud de Charleroi et Namur, est garantie. Donc, la sûreté de la province est garantie, ainsi que la négociation sur la Sambre. Et en échange, l'armée française s'engage à laisser une pareille liberté de circulation aux coalisés sur certains de leurs cours d'eau. Donc, on voit déjà que toutes ces négociations que je viens d'énumérer peuvent influer plus ou moins directement le déroulement de la campagne. Mais je vais ici parler surtout, je vais m'attarder un peu sur des négociations diplomatiques et des décisions stratégiques qui sont vues en prévision de la campagne. Durant l'hiver 1711, on sent déjà poindre une atmosphère de fin de guerre. D'une part parce que tous les pays sont assez fatigués, on arrive à un seuil assez critique, et néanmoins la France montre, malgré une situation militaire assez morose, surtout en Flandre, montre qu'elle peut encore tenir. Dans cette situation intervient un grand revirement politique avec la mort de l'empereur Joseph Ier le 17 avril 1711 et l'élection de l'empereur Charles VI le 12 octobre. Or, Charles VI n'est autre que le candidat, le prétendant soutenu au trône d'Espagne par la coalition, ce qui crée de facto que l'Angleterre n'a plus vraiment intérêt à soutenir la coalition et n'a pas vraiment intérêt à combattre pour reconstituer l'empire des Habsbourg. Donc on observe outre-Manche un regain du parti favorable à la paix, en même temps qu'un déclin de l'influence politique des Whigs, auquel est lié le maréchal Malbrook, donc le chef de l'armée qui dirige l'armée anglaise, ainsi que les armées de la coalition. Les hésitations anglaises à poursuivre le conflit sont alors mises à profit par la diplomatie française, et des négociations secrètes ont lieu dès la fin de l'été. Elles aboutissent aux préliminaires de Londres le 8 octobre, mais les préliminaires sont tenus secrets jusqu'à la campagne. Donc si d'une part on a ces négociations entre la France et l'Angleterre, d'autres négociations ont lieu entre l'Angleterre et ses alliés, car ses alliés suspectent évidemment un revirement et craignent un revirement anglais dans l'effort de guerre. Donc c'est ainsi que c'est le prince Eugène en personne qui est envoyé en Angleterre pendant le quartier d'hiver pour assurer les négociations. Alors donc le prince Eugène voyage pendant le quartier d'hiver, car il commence à se rendre à Innsbruck pour rencontrer l'empereur et discuter de la conduite à tenir. Il se rend ensuite à La Haye, où il peut rencontrer les États généraux des Provinces-Unies, et il se rend à Londres pour rencontrer la reine et les ministres. Les négociations du prince Eugène ont deux enjeux. Tout d'abord un enjeu financier, car les Anglais financent en grande majorité l'effort de guerre, alors notamment sur le front de Flandre, où ils financent leur contingent, ainsi qu'une bonne partie des soldes des troupes hollandaises, et également sur le front de Catalogne, où ils financent une grande partie de l'effort de guerre. Donc les Anglais ont l'intention de diminuer ces subsides. Et enfin, l'enjeu est stratégique et diplomatique, car chez le prince Eugène, l'empereur et les Hollandais, on sent que la guerre va bientôt arriver, et surtout que la victoire est proche, car les coalisés commencent à menacer la dernière barrière des fortifications de Vauban, et donc peuvent, par une victoire significative ou la prise d'une place importante, parvenir à briser cette ceinture de fer de Vauban et à menacer l'invasion, le royaume de France d'invasion, et donc à faire plier Louis XIV. Donc les Hollandais se montrent assez bellicistes, car ils veulent prendre leur revanche envers le roi Soleil, et le prince Eugène a lui-même un contentieux à régler avec Louis XIV. C'est ainsi donc que l'empereur se montre favorable à la reprise de l'offensive en Flandre, qui est jugée comme un front prioritaire, et il octroie des moyens supplémentaires, notamment les troupes impériales rapatriées de Hongrie, où elles ont terminé la guerre, où elles sont parvenues à pacifier le pays. Néanmoins, ces arguments ne suffisent pas à convaincre, car à Londres, le prince Eugène a du mal à se faire recevoir par les ministres et par la reine, et il passe alors plus de temps chez son ami Malbrook. Il ignore qu'en fait les préliminaires sont déjà signés par Louis XIV, et de même, la reine Anne arrive pour sa part à obtenir l'ouverture d'un congrès de négociation à Utrecht qui s'ouvre le 29 janvier. En plus, le maréchal Malbrook est relevé de son commandement et est remplacé par Ormonde, qui est moins lié au parti belliciste et plus docile aux instructions de la reine. Donc dès lors, vous pouvez voir que ces négociations lointaines ont des influences quand même plus directes sur la campagne.
On sent, et cette situation dicte aussi des impératifs stratégiques et les plans de campagne. Du côté de la coalition et des impériaux, on se sent en effet en situation de force avec une avancée vers la dernière ligne de fortification française, et on sent également l'imminence de la victoire, ainsi que la perspective d'une possibilité de remporter une grande victoire, en s'emparant des derniers remparts avant Paris. Néanmoins, le temps presse à cause de l'ouverture du congrès d'Utrecht, et donc les belligérants ont tous envie de venir au congrès en situation de force. En conséquence, les coalisés recherchent un succès rapide, soit une victoire, soit la prise d'une place importante, pour pouvoir faire plier Louis XIV, mais également encourager l'Angleterre à poursuivre son effort de guerre avec eux. Du côté de Louis XIV, on a donc la situation inverse, avec l'intérêt à gagner du temps. C'est-à-dire, donc, comme les efforts diplomatiques ont abouti à une paix séparée avec l'Angleterre, ça laisse augurer d'une fissure dans la coalition et même d'une paix plus générale. Ainsi donc, l'enjeu est de gagner du temps et de stabiliser le front en évitant une perte majeure qui compliquerait la tâche et risque de ragaillardir les moins belliqueux de ses adversaires. Louis XIV dicte donc au maréchal de Villars, comme ces dernières années d'ailleurs sur le front de Flandre, une stratégie résolument défensive avec une interdiction de livrer bataille, car l'armée française aurait plus à perdre en cas de défaite qu'à gagner en cas de victoire. Donc ces considérations peuvent paraître un peu lointaines, mais elles ont néanmoins une influence directe sur la campagne qui va se dérouler. Je vais maintenant revenir un peu plus proche du front et aborder un deuxième fait marquant qui est du quartier d'hiver, qui est la question des approvisionnements et de la question des magasins qui dictent en fait l'entrée en campagne. Comme on le sait donc, le quartier d'hiver est souvent mis à profit pour procéder au remplissage et à la réfection des magasins militaires qui devront servir à nourrir l'armée pendant la campagne. Les magasins sont situés dans des places protégées et servent de stock de denrées distribuées aux armées. Les armées ont en fait deux manières de s'approvisionner, qui sont d'une part les magasins qui leur distribuent les denrées, mais également quand les magasins ne suffisent pas, ou qui sont les prélèvements sur le pays et les opérations de fourrage. Or, en début de campagne, souvent, l'herbe n'a pas assez poussé pour que l'on puisse opérer des fourrages. Donc, les magasins sont directement liés aux besoins pour entrer en campagne plus tôt. Inversement, donc, quand on a des bons magasins, on peut entrer en campagne très tôt, voire plus tôt que son adversaire. Et donc, aller lui faire la guerre, aller assiéger ses places, avant même qu'il ne puisse assembler une armée suffisamment nombreuse pour venir riposter. C'était par exemple donc le cas de l'armée française pendant les guerres des Hollandes, qui a pu bénéficier des préparatifs intenses avant le conflit. Donc d'après John Lynn, les magasins français en 1672 disposaient de stocks suffisants pour nourrir une armée à 200 000 rations par jour pendant 6 mois. De même, en 1675, elle disposait de 75 jours d'autonomie à raison d'une consommation de 80 000 rations par jour. Donc ces avantages logistiques ne tardèrent pas à se convertir en avantages tactiques, dans la mesure où l'armée française pouvait systématiquement, pendant les premières guerres de Louis XIV, quasiment systématiquement, entrer en campagne plus tôt que son adversaire, et donc venir assiéger ses places avant même qu'il ne puisse venir riposter et assembler une armée suffisamment nombreuse. Donc c'est un avantage non négligeable qui facilite la direction d'une campagne. De même, avec des bons approvisionnements, l'armée française a pu opérer des campagnes en plein hiver, à l'image de celle du maréchal de Turenne en 1673 ou 1674. Alors cet avantage a tendu à disparaître, à s'estomper avec les dernières guerres, pour différentes raisons. D'une part, la hausse des effectifs des armées, donc qui engendre des besoins bien plus importants en fourrage, mais également les progrès des adversaires qui ont fini par eux aussi se doter de magasins efficaces, donc pour pouvoir rattraper leur retard. De plus, le royaume a été ébranlé à la fin du règne du roi Soleil par différentes crises frumentaires qui ont causé donc des problèmes pour amasser des fourrages. On distingue ainsi que lors des années de crise, les fourrages et les vivres sont bien plus difficiles à obtenir et les armées doivent restreindre leurs opérations. En 1694, durant la plus grande crise du règne du roi Soleil, les armées françaises ont dû en général sur les fronts attendre la pousse des herbes pour pouvoir entrer en campagne, c'est-à-dire le mois de mai. Et de même, certaines ont dû se séparer dès le mois de septembre, tandis que les coalisés avaient pu poursuivre les opérations. De même, on a eu des contraintes similaires lors des campagnes de 1709 et 1710, où la France a été marquée par la crise frumentaire. Le maréchal de Villars a alors eu cette réflexion, on peut tenir sans argent, mais sans fourrage, cela est impossible. Donc vous avez donc compris que les magasins étaient vitaux pour pouvoir entrer en campagne et surtout ne pas se laisser surprendre.
Quelle est la situation donc des magasins en 1712 ? En 1712, la situation des magasins français n'est pas vraiment fameuse. Le royaume se remet de la crise économique et l'armée de Flandre doit faire face à un contexte d'approvisionnement, un contexte d'appauvrissement général des provinces du Nord, car elles ont eu tendance à s'ancrer dans une stratégie défensive qui les a vues occuper plusieurs fois la même position pendant différentes campagnes. Donc les pays qu'elles ont plusieurs fois occupés ont été fourragés à maintes reprises et ne peuvent plus fournir beaucoup de ressources. En l'occurrence, à la fin de la campagne de 1711, qui a été marquée par le siège de Bouchain, les armées sont restées en position presque statique et l'armée française a beaucoup puisé dans le magasin de Cambrai, tandis que l'armée coalisée a beaucoup puisé dans le magasin de Douai, que vous pouvez voir sur la carte. Donc le remplissage de ces magasins devient, pour le quartier d'hiver, une priorité. L'armée française déploie de grands moyens, néanmoins ces moyens ne permettent pas d'obtenir une situation assez satisfaisante, et dès l'entrée en campagne, on a recours à des stratagèmes pour économiser les fourrages, notamment en installant la cavalerie en camp volant à quelques jours du front pour pouvoir aller fourrager des zones plus à l'arrière avant de les faire monter en première ligne du front. Le 13 avril, le secrétaire d'État voisin envoie ainsi un mémoire au maréchal de Montesquiou, qui commande l'armée pendant le quartier d'hiver. Il informe que les stocks présents dans les magasins de l'armée de Flandre ne permettent de la faire tenir qu'un mois. Le mémoire procède donc à des calculs pour déterminer à quelle date les herbes pourront avoir suffisamment poussé pour être consommables par les chevaux et être fourrageables. Les premiers calculs indiquent la date du 25 mai comme date où l'herbe sera consommable. On préconise donc au maréchal de ne commencer à puiser dans ces magasins qu'à partir du 25 avril. Le maréchal laisse alors échapper « Je crois, monsieur, que le fourrage est notre grand ennemi ». Le temps semble finalement un peu meilleur que prévu, quoiqu'on était dans le nord, car l'herbe est finalement consommable à partir des 11 ou 12 mai, si on en croit une autre lettre plus tardive du maréchal de Montesquiou. On peut voir donc la contrainte que la logistique peut faire peser sur l'entrée en campagne, mais également que certaines considérations peuvent entrer en compte dans ce calcul, notamment la date de pousse des herbes. Dès lors, la logistique, qui est un moyen, peut devenir aussi un but de guerre pendant le quartier d'hiver. D'une part pour constituer ses magasins, d'autre part pour empêcher l'ennemi de constituer les siens. C'est ainsi donc que durant le quartier d'hiver, on observe des opérations et des buts de guerre qui sont uniquement liés à la question des fourrages. On a tout d'abord, je dis, oui, surtout que pendant le quartier d'hiver qui nous intéresse, les généraux et les intendants français vivent dans la hantise de voir l'ennemi entrer précocement en campagne, avant que l'armée française ne soit prête. Dès le 12 septembre, avant même la séparation de l'armée, le maréchal de Montesquiou émet des craintes en voyant des grands marchés d'approvisionnement faits du côté des coalisés et rien de tel du côté français. De même, le 17 octobre, l'intendant de Flandre, Bernière, rapporte que les ennemis se vantent de pouvoir venir mettre le siège devant Arras ou Cambrai dès la fin du mois de mars. Donc comme vous le voyez sur la carte, en fait, les coalisés disposent d'un avantage, car ils disposent, en fait, le front est parcouru de nombreux cours d'eau et de nombreuses vallées qui vont du nord au sud. Et les coalisés maîtrisent beaucoup de ces vallées, et par les cours d'eau, ils peuvent approvisionner Douai, Marchiennes, Tournai, Lille, la vallée de la Lys, qui sont les premières lignes du front. Inversement, pour l'armée française, elle ne dispose que des axes de la Somme et de l'Oise, en bas sur les cartes, et donc doivent faire remonter par charroi le reste des fournitures jusqu'à Cambrai, ce qui pose, les convois fluviaux étant beaucoup plus faciles à organiser que des convois terrestres, cela pose des difficultés logistiques supplémentaires. Donc on procède du côté français durant le quartier d'hiver à des opérations de guerre pour essayer de couper ou d'interrompre, du moins d'importuner les approvisionnements ennemis. On a tout d'abord la petite guerre, avec de nombreuses actions menées par les partis, soit sur les convois fluviaux, soit sur les convois terrestres ennemis. Donc il y en a beaucoup, mais je ne m'appesantirai pas. Je m'appesantirai surtout sur un exemple assez important, qui est une expédition de plus grande envergure menée sur la Scarpe et la Deule. Donc vous le voyez ici. Sur la carte, vous voyez Douai. Je vous ai dit, c'était le magasin qui est destiné à servir principalement à l'armée coalisée durant la campagne. Or, Douai est approvisionné par deux cours d'eau. L'un est la Scarpe, l'autre le canal de la Deule. Or, le lieutenant général de Breuil connaît bien les deux cours d'eau et propose en décembre un plan de sabotage des cours d'eau au secrétaire d'État voisin. La Deule, écrit-il, entre le Pontassot et Courrières, est entourée par deux levées de terre.
on peut facilement reverser la terre dans le canal pour boucher le canal. La Scarpe, pour sa part, est dans une zone marécageuse entre Marchienne et l'Allain. Et donc, dans cette zone marécageuse, elle est diguée par 2 digues de terre qu'on peut facilement faire sauter, et on peut facilement faire saboter le lit du fleuve et provoquer des inondations du côté ennemi. Alors, une grande opération est donc menée durant le mois de décembre, du 11 au 15 décembre. Comme vous le voyez, 3 corps sont constitués. Les corps sont constitués pendant l'hiver de détachements, car les soldats logent dans les places. Les corps sont considérés donc de détachements de non moins de 29 places, et donc 3 corps sont constitués au départ. Un des corps part d'Arras avec 44 bataillons et 29 escadrons. Il opère sur la Deule, commandé par le maréchal de Montesquiou. Un corps se part de Valenciennes et va opérer sur la Scarpe. Il est constitué de 45 bataillons et 31 escadrons, sous les ordres du marquis de Vivant. Enfin, un 3e corps part de Saint-Omer, commandé par le lieutenant-général de Guébriant, de 27 bataillons et 16 escadrons. Lui, il sert surtout à faire diversion, à venir couvrir la retraite du corps d'Arras, et également à tenir en respect les places de la Lys, notamment Aire, Saint-Venant et Armentières. Donc, le départ des corps est fixé au 11 décembre. Dans la Deule, le corps fait sauter donc 2 ponts en pierre pour jeter les pierres dans le canal, établit une digue au milieu du canal et jette la terre dans le canal de manière à ne laisser que 2 pieds d'eau de profondeur pour gêner le nettoyage. Sur la Scarpe, 5 digues sont construites en travers du lit du fleuve, avec des pierres récupérées sur des ponts ou des maisons détruites, des navires coulés, des arbres abattus. On provoque des inondations du côté adverse et on jette de la terre dans le lit naturel du fleuve. Le marquis de Vivant écrit « Le lit est méconnaissable sur 3/4 de lieue ». Les ennemis qui voient les manœuvres françaises au début ont du mal à comprendre, sont un peu interloqués, pensent à un coup de main sur Douai, mais ils doivent, pour pouvoir riposter, assembler un corps suffisamment important et donc faire appel à toute leur garnison. Ils ne peuvent rassembler des troupes tardivement sur l'île des Tournais pour ensuite marcher. Néanmoins, ils arrivent un peu tard. Le corps de Valenciennes rentre sans encombre. On assiste seulement à quelques escarmouches entre les avant-gardes coalisées et les arrière-gardes françaises du côté de Vigny et Fampoux. Cette opération en plein mois de décembre, qui n'a duré que 3 jours, a des conséquences énormes sur le reste du quartier d'hiver. Tout d'abord, car les approvisionnements de Douai sont coupés. Les coalisés doivent donc approvisionner par voie terrestre, ne serait-ce que pour faire subsister la garnison qui y est. On n'accumule même pas de stock. De plus, ils doivent entreprendre des grands travaux sur les 2 canaux. Ils font pour cela cantonner en race campagne des hommes en plein hiver, donc sur la Scarpe et sur la Deule. Le corps atteint est en général aux alentours de 8 à 10 000 hommes et peut atteindre parfois 20 000 hommes. Les travaux les occupent durant tout le reste du quartier d'hiver, sur la Scarpe en janvier, en février et sur la Deule jusqu'en avril. Donc l'opération a pleinement joué son rôle car elle a gêné considérablement et elle va avoir un impact pendant tout le quartier d'hiver et même à la fin du quartier d'hiver, lors du rassemblement ennemi. Si les ennemis se servent de leur cantonnement sur la Scarpe et la Deule pour masquer les opérations et faire des coups de bluff, le maréchal de Montesquiou sait pertinemment qu'ils ne pourront rien tenter avant le 10 avril, car ils ne pourront pas avoir rempli les magasins de Douai suffisamment avant cette date. Donc vous pouvez voir un peu l'importance de la préparation du quartier d'hiver, que ça peut avoir l'importance de la réparation des magasins et des questions logistiques, non seulement pour l'entrée en campagne, la date d'entrée en campagne, savoir quand est-ce qu'on sera prêt à assembler l'armée, mais également à s'éviter des mauvaises surprises du côté des ennemis. Donc cette opération parvient à rétablir un peu d'équité entre l'armée française qui craignait vraiment d'être en retard et les coalisés qui disposaient de grands avantages. Je vais maintenant aborder un dernier point qu'on peut voir à la fin du quartier d'hiver, qui est une guerre de position qui a lieu. Donc en effet, à la fin du quartier d'hiver, on assiste à une guerre de position avec des coups de main et des opérations rapides menées pour pouvoir s'adjuger des positions ou des passages stratégiques avant la campagne. Donc voici un peu une opération qui était voulue par le prince Eugène. Comme les coalisés voulaient venir initialement mettre le siège devant Arras ou Cambrai, le prince Eugène voulait s'attribuer un passage sur la Sensée. Comme vous le voyez, la Sensée est une rivière donc, qui coule, qui unit les deux villes. Donc le plan du prince Eugène était de profiter du cantonnement sur la Scarpe pour faire avancer ses troupes et venir établir des têtes de pont avant l'armée française, établir des têtes de pont à l'Écluse et à Arleux pour s'adjuger une bonne position où il pourrait facilement couvrir un siège vers Arras ou Cambrai. Donc ça c'était le plan initial. Alors des différentes tentatives sont faites. On a une première tentative qui est faite le 28 mars
avec un envoi de 6 à 800 hommes vers Arleux ou l'Écluse, depuis Douai. Néanmoins, les Français comprennent la manœuvre et le maréchal de Montesquiou emploie les moyens forts. Il envoie des détachements d'Arras, Bapaume et Cambrai, soit 10 000 hommes et 10 000 fantassins et 10 escadrons contre 800 ennemis. Il opère une attaque de nuit rapide sur l'Écluse et Arleux et déloge avec pertes et fracas les ennemis. Il détruit les ponts sur la Sensée et les quelques ouvrages défensifs commencés par l'ennemi. Le secrétaire d'État voisin juge alors cette opération de bon augure pour la suite de la campagne. Il ne croyait pas si bien dire. Le prince Eugène veut alors presser le mouvement. Il n'est pas encore sur le front, mais il charge le général Albemarle. Il veut presser l'opération pour être sûr de disposer de la position. On tente donc une deuxième opération avec de plus grands moyens. Néanmoins, les problèmes d'approvisionnement du magasin de Douai empêchent de pouvoir faire subsister un corps important avant le 10 avril. Donc ce n'est qu'à partir du 11 avril que les coalisés tentent une deuxième opération pour reprendre possession des positions sur la Sensée. Le maréchal de Montesquiou connaît très bien leur situation et en fait arrive à parer le mouvement. Dès la fin du mois de mars, il fait avancer son infanterie, remonter son infanterie vers le front et il prépare 59 bataillons en ordre de marche, prêts à marcher sur la Sensée, ainsi que de la cavalerie qui dispose de foin cordelés pour 4 jours. Donc, lorsqu'il est mis au courant des premiers mouvements ennemis le 11 avril, il fait une marche de nuit, il envoie des bataillons d'Arras et de Cambrai occuper tous les villages sur la Sensée, couper les ponts, se retrancher, et ils sont ensuite soutenus par de l'artillerie de siège. Ainsi, le 12 avril au matin, alors que les avant-gardes coalisées avancent sur la Sensée pour prendre position, ils ont la mauvaise surprise de découvrir ceci. Donc les Français ont établi vite une ligne continue et des postes dans tous les villages de la Sensée, ont coupé les ponts et se sont retranchés. Dans les jours qui suivent, le maréchal de Montesquiou continue d'envoyer des renforts. Donc j'ai 19 bataillons d'Arras et 12 de Cambrai le lendemain, ainsi que de l'artillerie de campagne. Tandis qu'il peut ainsi écrire le 18 au secrétaire d'État. Si les ennemis veulent retourner sur la Sensée, ils trouveront à qui parler. Cet échec des prises de position sur la Sensée donc, provoque un temps de flottement chez les coalisés qui ne savent plus quoi faire. Et donc ils se résolvent alors à attendre l'arrivée du prince Eugène et le rassemblement complet de l'armée pour pouvoir opérer. Donc durant le mois de mai, les autres corps arrivent, de même que le prince Eugène. Donc on a les corps anglais, les impériaux, les corps allemands, ainsi que le reste de l'infanterie hollandaise. Il faut cela créer donc, si on a eu une accélération aux alentours du 10 avril, on a alors un calme plat jusqu'à la fin du mois de mai, avant l'entrée en campagne. Pendant ce temps-là, l'armée française peut s'avancer sur la Sensée, se renforcer. Ainsi donc, pour contredire Boris, pour une fois l'infanterie française n'a pas été en retard. Et alors, donc, cette prise de position a des conséquences très importantes car elles obligent le prince Eugène à modifier son plan. Et c'est alors qu'il prévoit ce plan avec un débordement des lignes françaises par l'ouest, par l'est, en allant assiéger le Quesnoy et Landrecies. Cette opération lui permet non seulement d'éviter une attaque frontale sur la Sensée qui serait compliquée, lui permet également d'aller assiéger le Quesnoy et Landrecies qui sont des places secondaires moins bien protégées et qui ont été moins défendues pendant le quartier d'hiver, qui étaient moins renforcées pendant le quartier d'hiver, et également donc, qui lui permettent aussi néanmoins de contourner et aussi de briser les derniers remparts de fortification dans les Flandres. Donc le prince Eugène prévoit ce plan, il prévoit ses opérations en réhabilitant notamment le camp de Denain, qui avait servi de camp fortifié pendant la campagne mais abandonné pendant le quartier d'hiver. Donc le camp est rétabli, et alors il s'établit une nouvelle ligne d'approvisionnement entre Marchiennes et Denain. Marchiennes avait servi de dépôt en fait intermédiaire quand la Scarpe était bouchée et qu'on ne pouvait pas aller jusqu'à Douai. La ville de Marchiennes avait servi de lieu de dépôt provisoire. Or, elle est moins fortifiée que ses voisines de Douai et de Saint-Amand. Donc, comme chacun d'entre vous connaît parfaitement la manœuvre de Denain, vous comprenez à quel point cette modification du plan de bataille a des énormes impacts sur la suite de la campagne. Voilà. Alors aussi, il y a un élément que je ne sais pas si le prince Eugène est au courant, mais qui est que les villes de Le Quesnoy et Landrecies sont à cette époque très mal défendues, car durant le quartier d'hiver, c'était les villes d'Arras, Cambrai et Valenciennes qui étaient jugées prioritaires, car c'est là qu'on pensait que les ennemis allaient frapper. Donc
malgré des efforts dès le début des quartiers d'hiver pour remplacer le Quesnoy et l'Andrecy, elles sont jugées au mois de mai par un inspecteur hors d'état de se défendre, car les chariots étaient réquisitionnés pour les magasins de Cambrai, pour donc amener les matériels nécessaires aux travaux. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt des quartiers d'hiver pour, dans le cadre d'une histoire campagne, étudier les opérations. Vous pouvez voir que ces événements sont assez lourds de conséquences, que ce soit au niveau des négociations diplomatiques qui définissent des impératifs stratégiques et laissent augurer donc de la défection anglaise, que ce soit au niveau des approvisionnements qui déterminent la date d'entrée en campagne et qui servent aussi à s'éviter les mauvaises surprises d'une entrée prématurée de la part de l'adversaire, mais également donc aussi sur les stratégies avec la guerre de position à laquelle on assiste à la fin du quartier d'hiver. Dès lors, deux possibilités se présentent à moi pour conclure. D'une part, on peut voir un lien assez étroit entre les événements et on peut comprendre que certains événements se jouent parfois à peu de choses, ce qui pourrait nous amener à parler de la contingence de l'histoire et à nous porter vers un exercice facile mais plaisant, avouons-le, de l'Uchronie, en se demandant comment aurait pu être la campagne si le maréchal de Montesquieu n'avait pas pris de vitesse l'ennemi sur la Sensée, ou si les Français n'étaient pas parvenus à couper les voies fluviales des approvisionnements. Donc de là à quelle aurait été la fin de la guerre. Néanmoins, donc, si cet exercice est facile et peu sérieux, j'en conviens, mais il a le mérite de souligner l'impact des événements de l'hiver et le lien entre l'hiver et les débuts des campagnes. Plus sérieusement, je pourrais me demander si la campagne de 1712 n'aurait pas en fait été remportée dès les quartiers d'hiver, avec des succès français qu'on peut nuancer, mais des succès diplomatiques, logistiques et également stratégiques par les prises de position. Ce peut être intéressant, mais vous pourrez me reprocher très facilement mon côté très téléologique, car il est beaucoup plus facile de voir ce qui est important quand on connaît le déroulement de la campagne future. Donc, face à ces deux apories, je conclurai plus sobrement en soulignant surtout la complémentarité et les liens qui peuvent se manifester entre le temps des campagnes et le temps des quartiers d'hiver, qui semblent en fait, à mon sens, constituer plus les deux formes d'une seule et même réalité qu'est la guerre et permettre d'appréhender de façon globale la guerre avec ses liens entre son quartier d'hiver et la campagne. Il convient alors de nuancer l'idée de pause induite par le quartier d'hiver, car si la pause est réelle et si les ennemis se séparent le temps d'une saison, des opérations se maintiennent et les belligérants s'adaptent en fait à la nouvelle configuration militaire contrainte par la saison et par la logistique pour continuer d'harceler et importuner l'adversaire dans des nouvelles configurations afin de contrarier ses plans, et on vise un objectif à court terme qui est celui de la campagne prochaine. Je me permets donc de finir en disant que le quartier d'hiver constitue en fait la continuité de la guerre par d'autres moyens et la continuité de la campagne précédente par d'autres moyens. Et je vous remercie de votre bienveillante attention.